Cyril Malka, 5. Alors, bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu du moment où vous allez écouter ou voir ça. Aujourd'hui, je vais parler du dénialisme et du déni. En fin de compte, le but le sujet à l'origine était le dénialisme. Mais le dénialisme est en fin de compte plus restreint, bonsoir Isabelle, plus restreint, c'est plutôt sur ce qui est des choses un petit peu plus à grande échelle. Le déni, ça fonctionne sur les mêmes principes. En fin de compte, le dénialisme sort ou se développe depuis le déni. Et ça nous importe quand même plus parce que c'est plus en relation avec nous en tant que personne. En psychologie, le dénialisme, c'est le choix de nier la réalité et on en parle surtout pour ce qui est des expériences historiques ou des événements. Par exemple, les gens qui vont nier qu'il y a eu une Shoah ou un Holocauste, comme vous voulez, ou les personnes qui nient qu'il y a que le VIH se développe au SIDA. Vous en avez des personnes qui disent que c'est un complot, que ça n'a rien à voir avec ça. Les gens qui croient que la Terre est plate, par exemple, tout ça, ça fait partie du dénialisme. Le dénialisme, c'est donc nier la réalité telle qu'elle est scientifiquement prouvée ou prouvable. Et le dénialisme, ça se développe en fin de compte du même principe ou des mêmes principes, c'est un développement de ce qu'on appelle le déni. Le déni psychologique, c'est un des systèmes de défense que nous utilisons tous. Nous utilisons tous ce système de défense à un moment ou à un autre. C'est le système de défense presque le plus primitif. Il a été développé par Anna Freud, qui était la fille de Sigmund Freud. Et elle est donc partie en Angleterre, puisque la famille Freud a donc quitté l'Autriche lors de la Deuxième Guerre mondiale en 1938. Et donc c'est là que Anna Freud a développé certaines de ses pensées et justement le système de défense psychologique. Elle a plutôt développé ce qui a trait à l'ego, le moi, la personnalité, et c'est donc ce qui a fait ce qu'on appelle les égopsychologues et qui a fait que la psychologie anglo-saxonne que l'on trouve en Angleterre ou aux États-Unis est très différente de celle qu'on trouve en France. Celle qu'on trouve en France est plutôt développée sur le principe de la sexualité, etc., alors que le principe est de l'inconscient, alors que les principes de base en psychologie, dans tout ce qui est aux États-Unis et ce qui s'ensuit, et les pays anglo-saxons, est plutôt développé sur la culture et le problème du moi, et de la personnalité, des problèmes que l'on a à, en fin de compte, jongler entre nos instincts, nos envies, nos problèmes, la réalité, etc., etc. Et donc, j'ai fait une vidéo il y a maintenant bien longtemps que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube qui parle justement de tous les systèmes de défense et donc je parle un peu du déni, bien entendu. Et donc, le déni est l'un des premiers systèmes de défense que l'on a. C'est tout simplement de nier la réalité. Ça part du principe que, en tant qu'enfant, par exemple, si je prends un exemple totalement lambda, mon fils, à l'époque, par exemple, je me souviens d'un jour où, bonsoir Cynthia, je me souviens d'un jour où je l'ai chopé la bouche pleine de bonbons, il avait des stalactites de bave qui lui coulaient, et je lui dis, mais Gabriel, mais qu'est-ce que tu manges? Oh, rien du tout. Et ça, c'est un déni, en fin de compte, parce que là, il a été chopé sur le fait, il est dans une mauvaise position, et son premier système de défense, le système primitif de défense, c'est donc de nier la réalité, parce qu'il sait que là, il a des soucis. Donc, c'est
notre premier système de défense, et de ce système de défense vont se développer des systèmes de défense plus perfectionnés, comme transformer la réalité, ne pas voir certaines choses et en voir d'autres, etc., etc. Mais ça, vous pouvez donc le trouver sur, un peu plus en avant sur cette vidéo YouTube. Donc, le déni, c'est quelque chose que nous avons tous. Nous l'avons développé en tant qu'enfant. En fin de compte, ça a été notre premier système de défense. Et on peut toujours l'utiliser aujourd'hui dans certaines situations. Le déni, c'est également, et c'est aussi un mécanisme d'adaptation qui va nous donner le temps de nous adapter à des situations pénibles, le temps de les travailler ou de les faire ou de les intégrer. Certaines situations sont si pénibles, ou si compliquées, ou si difficiles, et si fortes, et si intenses, j'ai fait des liaisons mal à propos, si intenses à vivre, qu'on est obligé de les nier, ne serait-ce que pour un moment, ou pour un instant, ou pour quelques jours, ou quelques temps, le temps que ces expériences ou que ce que l'on ressent puissent pénétrer petit à petit dans notre conscient et pour qu'on puisse les travailler. Là où le problème commence, c'est quand on reste dans le déni. Mais dans certains cas, donc, le déni initial à court terme, ça peut être une bonne chose parce que ça va vous donner le temps de vous adapter à un problème qui est douloureux et qui est stressant. Ça peut aussi être un précurseur pour vous apporter une sorte de changement dans votre vie. C'est quelque chose qui vous dit, bon, ben, cette situation, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas la vivre, je ne peux pas la supporter. Donc, on la dénie en premier lieu et après un certain temps, on se dit, bon, ok, si je suis obligé de ne pas voir ou de ne pas vouloir voir cette situation, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut que je bouge, il faut que je me déplace, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que quand on en est arrivé à ce point-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Donc, le déni, à court terme, c'est une situation naturelle que nous pouvons tous ressentir et comprendre et avoir. Et arrive un moment, de toute façon, où il faut le surmonter. Si on ne le surmonte pas, on risque d'avoir certains soucis. Donc, dont on va venir dans un instant. Donc, comprendre le déni et son objectif, c'est une façon de faire face à certains conflits émotionnels, au stress, aux pensées douloureuses, aux informations menaçantes, à l'anxiété, à l'angoisse qui peut nous arriver. Donc, on va avoir une tendance à nier un petit peu tout ce qui va faire qu'on va se sentir vulnérable, qu'on va se sentir menacé, là où on va sentir qu'on perd le contrôle, qu'on ne sait pas quoi faire. Ça peut aussi, un déni, ça peut aussi venir d'une dépendance. Si on a une dépendance, que ce soit l'alcoolisme ou trouble de l'alimentation, etc., là, on va, dans une grande partie et pendant longtemps, on va être en déni. Si n'importe quel alcoolique vous le dira, surtout les alcooliques qui sont sortis, il y a une longue période où ils nient qu'ils sont alcooliques. Ils vont dire, mais non, je ne suis pas alcoolique, je peux m'arrêter quand je veux, je peux parfaitement vivre, je travaille, je n'ai pas de soucis. Et tant qu'ils n'acceptent pas le problème, tant qu'ils le nient, tant qu'il y a ce déni, ils ne peuvent pas le travailler et donc ils ne peuvent pas s'améliorer. Ça peut aussi avoir trait à des violences. Des fois, on peut nier même certaines violences que le conjoint ou la conjointe nous font vivre parce qu'il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, comme on n'aimerait pas s'être trompé, ou on ne sait pas quoi faire, ou on ne sait pas comment s'en sortir, ou on n'est pas sûr. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes relationnels. Donc, on peut nier ou avoir un déni de certaines choses qui nous arrivent ou qui arrivent à quelqu'un d'autre. On peut aussi nier que certaines choses arrivent à une personne qui nous est chère, par exemple, tout simplement parce que on ne croit ne pas supporter qu'il lui arrive cette chose. Lorsque l'on est dans le déni, en règle générale, il y a une situation où on n'accepte pas une situation difficile, quelle qu'elle soit.
On essaye de ne pas faire face au fait, et surtout au fait d'un problème, quel qu'il soit, et où on minimise les conséquences possibles du problème. C'est-à-dire que, ou bien on n'accepte pas la situation, on va dire, bon, ben, elle n'existe pas, je suis pas là, c'est pas là, on la coupe tout simplement de notre monde, ou alors il y a un problème et on fait comme s'il n'était pas là, ou on évite d'y faire face, ou il y a un problème qui a certaines conséquences, et dans ce cas-là, on va dire oui, mais bon, tant pis, les conséquences ne sont pas si graves, on va les minimiser pour avoir une bonne excuse, entre guillemets, de ne pas agir contre ce problème. Alors, le déni peut être utile quand il s'agit de quelque chose à court terme. Mais si c'est le fait de ne pas affronter les faits et être dans le déni constamment, cela pose problème. Je vais vous prendre un petit exemple pour concrétiser un peu tout ça. Imaginons que quelqu'un ressente une boule dans la gorge ou une tache sèche dans la gorge. Ça peut être le signe d'un cancer, justement. Donc, si on ressent cette boule dans la gorge ou cette tache un petit peu gênante, physiquement, il va y avoir de la peur, de l'angoisse éventuellement, une montée d'adrénaline parce qu'on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que je vais mourir? Etc. Donc, en premier lieu, il est très naturel qu'on ignore cette grosseur, ou ce nodule, ou ce que vous voulez, ou ce point sec. On va se dire, bon, ben, on va espérer que ça va partir tout seul, qu'on n'en parle plus, etc. Alors, des fois, bien entendu, ça peut disparaître et ça peut se résorber, et puis bon, on n'en parle plus. Mais si cette grosseur ou ce point sec, etc., est toujours là une semaine, 10 jours après, là, on va se dire, OK, là, je peux plus faire comme si rien n'était, il va falloir que j'aille voir le médecin. Et là, dans ce cas-là, ce type de déni, c'est donc une réponse utile à une information stressante. Parce que, bien entendu, on espère ne pas être malade, et donc on va se positionner dans un autre point de vue. Mais on ne va pas nier la réalité, on va savoir qu'elle est là. Donc même si on est un peu dans le déni, on sait qu'il y a quand même quelque chose en arrière-plan. Et donc, lorsque l'on voit que les choses ne changent pas, on va voir le médecin. Mais si on continue à nier la grosseur, si on continue à nier ce qui se passe, et ben dans ce cas-là, on risque de ne pas demander d'aide ou d'essayer de faire d'autres trucs qui n'ont rien à voir ou qui vont pas vous aider. Et dans ce cas-là, on va avoir des problèmes beaucoup plus compliqués. Dans ce genre de situation, si on continue dans le déni, donc, ça va nous empêcher, pour nous ou pour nos proches, si c'est quelqu'un qui est proche de nous, d'obtenir de l'aide, que ce soit un traitement médical, des conseils ou de faire face à des problèmes qui peuvent devenir incontrôlables, ce qui peut nous mener à des conséquences à long terme qui seront dévastatrices en fin de compte. Je vais vous donner quelques exemples de ce genre de situations qui sont des dénis relativement communs et dans lesquels certaines personnes peuvent rester un certain temps jusqu'à ce qu'en fin de compte, ça aille un petit peu trop loin. Il y a le cas d'un étudiant qui, par exemple, est témoin d'une fusillade, mais qui donc, ou de quelque chose d'autre qui est extrêmement choquant, qui est extrêmement traumatisant, mais qui va donc vous dire qu'il n'est pas affecté, que bon, bah, tout va bien, etc. C'est normal en état de choc d'avoir ce déni de la situation, mais il est important aussi petit à petit de laisser la situation goutte à goutte s'imprimer dans notre conscient pour pouvoir la travailler petit à petit. Le déni, dans le cas du choc, est justement un système de protection pour éviter que nous soyons totalement submergés par toutes nos émotions d'un coup et qui fait qu'on ne va pas savoir par où commencer, par où finir. Donc, bien entendu, juste après la situation, il y a de fortes chances que
cette personne nie ce qui s'est passé. Mais si cela continue après un certain temps, on va dire, bon, là, il y a un problème parce que il ne travaille pas la situation, ça reste quelque chose qui est mis sous cloche et tôt ou tard, ça va péter. Vous avez les situations de la partenaire, de la femme ou de l'épouse, de ce que vous voulez, d'un homme âgé qui est en fin de vie et qui va refuser de discuter avec lui de testament, de qu'est-ce qu'il faut faire, ou elle va insister sur le fait qu'il va mieux. Il est peut-être très malade, il a peut-être un cancer généralisé, il est en fin de parcours, et elle va nier la réalité parce que pour elle, dans son esprit, il ne faut pas qu'il disparaisse, et en espérant que si on espère quelque chose suffisamment fort, eh ben, ça va changer la réalité. Là, c'est aussi un système de défense, système de défense pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir abandonné. Et comme vous voyez, c'est un petit peu différent de la première situation, mais c'est également quelque chose, un déni pour ne pas accepter de dire au revoir à la personne qu'on aime. Là aussi, ça peut être normal en premier lieu, mais il faut que cela commence à se travailler petit à petit également. Vous allez avoir quelqu'un qui périodiquement manque les réunions de travail le matin parce qu'il a trop bu le jour d'avant, mais quand on le met devant le fait accompli, il va vous dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il fait toujours son travail et il n'y a pas de problème de ce côté-là et tout se passe bien. Ça, c'est le problème typique du déni de l'alcoolique, de l'addict, que ce soit addict au jeu ou addict à ce que vous voulez. Il va nier qu'il a un problème et aussi longtemps qu'il va nier ce problème, rien n'y sera fait. Ça, c'est parce que l'addict reçoit une récompense de son addiction et il ne veut pas, en fin de compte, il ne veut pas s'en passer. Donc ça, c'est encore un autre problème et c'est ce qui fait que le déni reste jusqu'au moment où les problèmes qui viennent de cette addiction deviennent plus compliqués et plus douloureux que le plaisir qu'il en tire. À ce moment-là, il verra qu'il y a un problème et il l'admettra et il y aura une possibilité de changement et de travail. Vous allez avoir un couple qui accumule tellement de dettes qu'ils n'osent même plus ouvrir les lettres avec les factures et les relances parce qu'ils ne peuvent pas supporter de les ouvrir, tout simplement. Ça aussi, c'est un problème relativement connu, c'est aussi un déni de la réalité. Et ça vient du fait que là, on est pris, ou on se sent pris dans un engrenage dans lequel on se sent sans pouvoir et sans possibilité de sortie. Et c'est un petit peu comme si on continue une fuite en avant. Le problème est encore plus compliqué que du point de vue de la société, du point de vue de la société d'économie dans laquelle nous sommes en ce moment. Tout est fait pour vous faire consommer, tout est fait pour vous faire dépenser du fric. Donc vous avez des forces commerciales très fortes qui vont vous pousser en fin de compte à la consommation et finir par vous pousser dans l'abîme. Donc ce problème-là est un peu plus compliqué que les autres parce qu'il y a aussi un élément culturel et de société qui entre en jeu. Vous allez avoir les parents d'un adolescent toxicomane qui continuent à lui donner de l'argent pour qu'il s'achète des vêtements, entre guillemets, ou qu'il s'achète des livres, également entre guillemets. Ils savent parfaitement que c'est utilisé pour fumer du shit ou pour acheter d'autres choses, mais ils préfèrent nier la réalité. Ça, c'est le plus souvent dû à un principe de culpabilité, où on sent qu'on aurait dû ou on n'aurait pas dû faire certaines choses, on ne sait pas par où s'y prendre, on n'ose pas l'admettre parce que cela va nous juger comme négatif en tant que personne. Donc, dans ce cas-là, on préfère nier la réalité. Et puis, vous avez la personne qui souffre de douleurs thoraciques et d'essoufflement et qui, d'après lui, ça n'a rien à voir avec une crise cardiaque et donc il ne va pas consulter un médecin, peu importe, on n'en parle pas, on fait comme si de rien n'était. Ça, c'est la peur, c'est l'angoisse du futur, c'est la peur de la mort, c'est la peur de la maladie qui entre en jeu. Donc là, je vous ai pris 6 exemples un petit peu différents qui vous montrent un petit peu les différentes facettes du déni. Et dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, on en revient à ce même principe qui dit que à un niveau, en premier lieu, au premier abord,
tous ces principes, il est normal que l'on ait un déni. Il est normal que les parents d'un adolescent, je ne sais pas, si par exemple le prof vient vous trouver en vous disant ben, on a trouvé un joint dans le cartable de votre fils ou votre fille, si on s'y attend pas, c'est un fait qu'on va le nier. On va dire mais c'est pas possible, il a jamais fumé. Enfin bref. Donc c'est normal en premier lieu, mais il est important donc que cela se travaille pour éviter justement ces différents problèmes. Donc, on a besoin de ce temps pour travailler. Et par exemple, là où il peut y avoir certains soucis, ça va être pour une personne qui est atteinte d'une maladie chronique, par exemple, parce que dans ce cas-là, il va y avoir des périodes de déni, des périodes d'acceptation et encore une période de déni et d'acceptation. Les choses ne sont pas, les êtres humains ne sont pas linéaires, on n'est pas des robots. Et donc, il va y avoir des alternances entre périodes de déni et d'acceptation. Et ces périodes de déni, dans ce cas-là, dans certains cas, il va falloir les respecter. Il ne va pas falloir pousser la personne à nécessairement ne pas nier quoi que ce soit. Parce que du fait où, par exemple, dans le cas d'une maladie chronique, ce genre de choses avance petit à petit, et on sait bien où ça va finir, il est normal que la personne ait ces périodes de déni quand la situation change et évolue, pas dans le sens où elle aimerait qu'elle évolue. Donc, il est important de lui laisser le temps et la possibilité d'accepter ce déni avant petit à petit de la porter vers l'acceptation. Maintenant, dans toute situation compliquée, dans toute situation émotionnellement forte, compliquée et intense, il va y avoir des périodes où on va entrer en déni. Si on a du mal à s'en sortir, si on se rend compte que, en fin de compte là, je suis en train de nier la réalité, mais je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ose pas voir la réalité en face. Ou si vous avez quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous fait confiance, qui vous suggère que vous êtes peut-être en déni, au lieu de se mettre en colère en lui disant non, c'est pas vrai, il est peut-être important de se dire bon, est-ce que c'est vrai et est-ce que je suis coincé dans ma phase de déni et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Là, il y a plusieurs issues possibles. Vous pouvez commencer par examiner honnêtement ce que vous craignez. Pourquoi je nie? Qu'est-ce que j'ai peur de quoi exactement? Alors, il se peut que ce dont vous avez peur, c'est peut-être pas aussi grave que ça, c'est peut-être pas aussi compliqué que ça, mais ça vous fait peur. Et la peur est réelle, même si c'est une petite chose, ça peut être parfaitement réel. Mais tant que vous ne faites pas face à vos peurs, c'est un fait que vous allez rester bloqué dans cette situation. Donc, examinez honnêtement qu'est-ce que je crains, qu'est-ce qui me fait peur et pourquoi. Donc, une fois que vous avez fait ça, pensez aux conséquences négatives qui peuvent arriver si vous n'agissez pas. Si je continue à ne pas agir, si je continue à nier ce qui se passe, quelles peuvent être les conséquences? Et ne minimisez pas les conséquences, parce que ça, comme je viens de le dire, c'est un déni, c'est une forme de déni. Donc, pensez aux conséquences négatives potentielles pour ne pas agir, de façon, en fin de compte, à ce que le choix de ne pas agir soit plus angoissant, vous fasse plus peur que le choix d'agir, en fin de compte. Et, chose importante, autorisez-vous à exprimer vos peurs et vos émotions. Alors là, bien entendu, la meilleure des choses, c'est si vous avez quelqu'un à qui parler. Mais sinon, essayez de les mettre par écrit si vous avez personne avec qui parler ou si vous n'osez ou si vous ne voulez pas parler avec quelqu'un. Mais autorisez-vous à exprimer ces peurs et ces émotions parce que le plus souvent, le fait d'exprimer ses peurs, le fait d'exprimer ses émotions, déjà, ça enlève la partie la plus angoissante de ces peurs et de ces émotions. Et surtout, si vous parlez à quelqu'un, cette personne peut vous donner des issues, des idées ou peut
vous ouvrir certaines portes auxquelles vous n'avez pas pensé parce que vous êtes bloqué dans le déni. Quand on est bloqué dans le déni, on ne peut pas trouver de solution de toute façon. Vous pouvez essayer d'identifier les croyances irrationnelles qui vont concerner cette situation en vous disant, mais qu'est-ce qui me passe par la tête en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui ne tient pas debout? Quelle est la croyance totalement à côté de la plaque, la fausse croyance en laquelle je crois qui me force ou qui me mène dans cette direction? Et puis si certaines choses, si ça devient plus compliqué, vous pouvez donc parler à un ami ou à un être cher qui pourra vous aider. Ça, de toute façon, c'est la meilleure des choses à faire dans tous les cas. Vous pouvez aussi participer à un groupe de soutien quelconque. Il y a des associations pour pas mal de choses aux alentours. Alors, ça demande une certaine activité, ça demande un certain positivisme et une certaine énergie. On ne l'a pas toujours. Il faut admettre qu'on n'a pas toujours ni envie, ni pas toujours l'énergie de se dire bon, ben, je vais participer à un groupe de soutien ou je vais aller à une association, mais c'est une possibilité. Et enfin, donc, dernière possibilité, vous remarquerez que je mets cette possibilité en dernière possibilité, ça va être de contacter un psy. Généralement, en règle générale, d'ailleurs, point de vue, mais ma femme me l'a toujours dit, point de vue business, je suis très nul. Parce que généralement, je dirais contacter le psy, c'est à faire en dernier lieu, parce que il n'est pas toujours nécessaire d'aller courir chez le psy chaque fois qu'on a un pet de travers. Si vous avez des possibilités de parler avec des amis, si vous avez des possibilités d'obtenir de l'aide moins chère et avec des personnes que vous aimez et en qui vous faites confiance, il n'y a aucune raison d'aller vous coucher sur le canapé d'un psy. Après, si les problèmes sont trop compliqués, si vraiment vous vous en sortez pas, oui, c'est un fait que là, il va falloir y faire quelque chose. Si un être cher a besoin d'aide pour aller au-delà du déni, parce que là, je vous ai parlé de vous, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous aimez, ça peut être un ami, ça peut être un ou une conjointe. Vous pouvez utiliser ces mêmes conseils, juste un petit peu à l'inverse, essayer de le mener ou de la mener à ses principes, en essayant de lui faire travailler ses pensées irrationnelles, ses fausses croyances, en essayant de lui faire voir quelles sont les conséquences de ne pas agir et quelles sont les conséquences d'agir, etc. Donc tout ça, vous pouvez l'utiliser, bien entendu, pour les autres. Mais avant de commencer à pousser la personne à agir, il va falloir prendre du recul. Souvenez-vous que le déni peut être quelque chose d'important dans le travail que l'on a à faire par rapport au traumatisme que l'on est en train de vivre. Donc il ne faut pas toujours y aller comme un bœuf dans l'arène. Il faut y aller mollo mollo des fois. Donc essayez avant tout de déterminer si votre ami ou votre être cher a besoin tout simplement d'un peu plus de temps pour résoudre le problème qu'il a à cœur, avant de commencer à arriver avec vos gros sabots et à lui donner des coups de pied dans le derche en lui disant bon bah allez maintenant tu vas pas rester là à te lamenter sur ton sort, va falloir bouger mon gros. Donc soyez plus subtil et laissez comprendre à votre ami ou à cette personne que vous êtes ouvert ou ouverte à parler du sujet, même si ça vous met tous les deux mal à l'aise, en fin de compte. Faites-lui comprendre que même si tu penses que ça va me faire du mal, ou même si tu penses que ça va me mettre mal à l'aise, je suis là pour toi et ne t'inquiète pas et je vais faire tout ce que je peux pour pouvoir t'aider et te soutenir. Parce que des fois, c'est tout simplement la seule chose dont l'autre a besoin pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir ouvrir les vannes et commencer à déverser les problèmes. Votre proche peut même être soulagé si c'est vous qui soulevez le problème en se disant bon bah c'est bien, il ou elle a compris, je vais pouvoir développer ça et je vais pouvoir m'exprimer. Là où il peut y avoir des problèmes, ça va être quand il y a des problèmes de santé graves,
Ça peut être des problèmes comme le cancer, ça peut être des problèmes comme la dépression. Ça, ce sont des problèmes qui sont très difficiles à aborder vis-à-vis de l'autre. Et dans ce cas-là, vous allez être obligé de continuer à écouter et à offrir votre soutien. Et surtout, n'essayez pas de forcer quelqu'un à se faire soigner ou à le confronter trop violemment à ces choses-là, parce que ça risque de le mettre en colère, de le bloquer, et dans ce cas-là, vous avancerez rien. Et là, c'est par exemple un cas où vous pouvez parfaitement proposer à votre conjoint ou à la personne en question de consulter, de trouver un psy ou de lui conseiller un psy ou quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais donc, la conclusion de tout ça dans le déni, c'est que le déni à petite dose et au début d'une situation traumatisante et pendant un certain temps, oui, c'est nécessaire même et c'est utile, mais à la longue, non, ça devient un problème et dans ce cas-là, il va falloir y faire quelque chose. Le déni qui se développe sur des choses qui sont plus du côté de la société, du côté sociétal et qui inclut certains problèmes sociologiques, se développe dans le système du dénialisme. Et pour finir, le déni est également utilisé par toutes les personnes manipulatrices, quelles qu'elles soient, que ce soit des sociopathes, des narcissiques, ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas lui faire comprendre ou changer d'avis ou le faire sortir de ce déni parce que ça fait partie de la personnalité. Voilà, c'était tout pour le sujet pour aujourd'hui, pour le déni et le dénialisme. Merci d'être venu. Si vous avez envie ou besoin que je fasse un webinaire sur un certain sujet à un moment donné, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais sinon, je vous dis d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan.